petit homme. Fiodor Sologoub. 1. Yakov Alexeyevitch Saranin était d'une taille inférieure à la moyenne. Sa femme, Aglaya Nikiforovna, d'une famille de marchands, était grande et fort volumineuse. À 20 ans, un an après leur mariage, elle était déjà tellement énorme qu'à côté de son époux, petit et maigre, elle paraissait une géante. « Et si jamais elle grossit encore ?» se disait Yakov Alexeyevitch. Il ne pouvait s'empêcher d'y penser, bien qu'il se fût marié par amour, pour elle et pour sa dot. Leur différence de taille provoquait souvent chez leurs amis des remarques ironiques. Ces plaisanteries empoisonnaient l'existence de Saranin, tandis qu'Aglaya ne faisait qu'en rire. Un jour d'automne, après une soirée passée chez des collègues où il avait dû supporter de nombreuses taquineries, Saranin rentra chez lui complètement abattu. Étendu dans le lit conjugal, il cherchait noise à sa femme, qui protestait paresseusement d'une voix ensommeillée. « Que veux-tu que j'y fasse ? Ce n'est pas ma faute !» Elle était d'une nature calme et placide. Saranin grognait. « Mange moins de viande et ne te goinfre pas de pâtisserie. Et puis, tu avales des bonbons toute la journée. Je ne peux tout de même pas me priver de manger si j'ai bon appétit. Avant de t'épouser, je mangeais encore plus. J'imagine ça. Tu dévorais un bœuf entier par repas ou quoi ? Il est impossible de manger un bœuf en une seule fois. » Elle ne tarda pas à s'endormir. Saranin, lui, n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il se tournait et se retournait. Lorsqu'un Russe ne dort pas, il réfléchit. Et Saranin se consacra à cette occupation, fort inhabituelle pour lui. Il était fonctionnaire, et les fonctionnaires n'ont guère besoin de penser. Il doit certainement exister des méthodes. La science avance chaque jour à pas de géant. En Amérique, on fait aux gens des nez de n'importe quelle forme. On fait repousser la peau sur le visage. Et toutes ces opérations dont la médecine est capable. On perce des crânes, on découpe les intestins et le cœur, puis on les recoud. Il y a sûrement un moyen pour que je grandisse ou pour qu'Aglaya devienne plus petite. Un moyen tenu secret. Comment l'obtenir ? Comment ? Bien sûr, qui ne cherche rien n'a rien. Mais en cherchant... Et si l'inventeur se promenait simplement dehors, à la recherche d'un acheteur ? Il ne va tout de même pas publier sa découverte secrète dans les journaux. Après tout, dans la rue, on vend toutes sortes de choses sous le manteau. Alors, un moyen secret, ça n'a rien d'impossible. Mais celui qui en a besoin doit aller le chercher et non se prélasser dans son lit. Saranin entreprit de s'habiller en fredonnant sous son nez un air d'opéra. Aux 12 coups de minuit, il ne craignait pas de réveiller sa femme. Aglaya avait le sommeil profond. « Un sommeil de bourgeoise !» disait-il à voix haute, en pensant tout bas. « Un sommeil de moudjik !» Il s'habilla et sortit. Il n'avait pas du tout sommeil. Il se sentait le cœur léger et son humeur était celle d'un chercheur d'aventure au seuil d'une nouvelle odyssée. Ce paisible fonctionnaire qui avait vécu durant un tiers de siècle une existence incolore se sentait l'âme soudain libre et hardie d'un chasseur du désert sauvage, héros de Fenimer Cooper ou de Thomas Mainraid. Mais après avoir fait quelques pas dans la direction habituelle, vers l'administration où il travaillait, il s'arrêta perplexe. Où aller ? Tout était calme et tranquille. Si tranquille que la rue ressemblait au couloir d'un immense bâtiment familier, protégé de toute influence extérieure et de tout événement inattendu. Des portiers somnolaient à leur poste. Un sergent de ville montait la garde au carrefour, les réverbères étaient allumés, les dalles et les pavés brillaient, humides de pluie. Saranin, indécis, avança droit devant lui, puis tourna à droite. 2. Au carrefour de 2 rues, à la lumière des lanternes, il aperçut un homme marchant à sa rencontre, et son cœur se serra d'un heureux pressentiment. C'était une étrange silhouette qui semblait surgir du Moyen Âge.
un grand cafetan oriental noué d'une large ceinture, un haut bonnet pointu brodé de noir, une barbe teinte au safran, longue et étroite, des dents blanches étincelantes, des yeux noirs ardents, des babouches aux pieds. Un Arménien, se dit Saranine, sans trop savoir pourquoi. L'homme au cafetan s'approcha de lui et dit « Que cherches-tu dans la nuit, mon bon ami? Tu devrais aller dormir ou visiter les belles. Veux-tu que je t'y conduise ?»« Non, j'ai bien assez de ma propre belle, » dit Saranine. Et dans un élan de confiance, il raconta son malheur à l'inconnu. L'autre éclata de rire. Une grande femme avec un petit mari qui doit prendre une échelle pour l'embrasser. C'est bien ça. Bravo. Je ne vois pas ce que ça a de bien. Viens avec moi. Tu me sembles un brave homme. Je vais t'aider. Longtemps, ils parcoururent les couloirs des rues. L'Arménien ouvrait la marche. Entre deux réverbères, il subissait une singulière transformation. Dans l'obscurité, il grandissait. Et plus il s'éloignait de la lumière, plus sa silhouette devenait gigantesque. Parfois, Saranine avait l'impression que la pointe de son couvre-chef montait plus haut que les maisons dans le ciel nébuleux. En se rapprochant de la clarté, il rétrécissait, jusqu'à retrouver ses dimensions d'origine et son allure de marchand oriental. Chose étrange, Saranine ne s'étonnait pas de ce phénomène. Il se sentait d'humeur si confiante que même le plus extravagant des miracles, surgis des 1001 nuits, lui aurait paru aussi banal que les mornes émotions de sa vie quotidienne. Ils s'arrêtèrent devant le portail d'un immeuble de 4 étages, peint en jaune, d'aspect parfaitement ordinaire. La lanterne près de l'entrée projetait ses doux carrés de lumière. Saranine nota numéro 41. Ils entrèrent dans la cour, montèrent l'escalier du fond à moitié plongé dans la pénombre. La clarté glauque d'une lampe tombait sur la porte devant laquelle ils s'arrêtèrent, et Saranine put lire numéro 43. Au lieu de tirer la sonnette, l'Arménien mit la main dans sa poche. En sortit une petite clochette qu'il agita, un son argentin retentit. La porte s'ouvrit aussitôt. Derrière se tenait un jeune garçon, nu-pied, très beau, à la peau brune et aux lèvres très rouges. Ses dents blanches brillaient, car il souriait, d'un sourire dont on aurait su dire s'il était joyeux ou ironique. On avait l'impression qu'il souriait toujours. Ses yeux lançaient des étincelles vertes, il était souple comme un chat et insaisissable comme le fantôme d'une nuit de cauchemar. En croisant son regard, Saranine eut soudain froid dans le dos. Ils entrèrent. Le jeune garçon referma la porte d'un geste preste et les précéda dans le couloir, une lanterne à la main. Il ouvrit une autre porte. De nouveau ce geste preste et ce rire. C'était une drôle de chambre, sombre et étroite. Des rangées d'étagères étaient disposées le long des murs, chargées de flacons, de boîtes, de bouteilles. L'odeur qui en émanait était indéfinissable et irritante. L'Arménien alluma la lampe, ouvrit l'armoire, y farfouilla et en sortit une fiole remplie d'un liquide verdâtre. « Ce sont d'excellentes gouttes, » déclara-t-il. « Une seule goutte dans un verre d'eau, elle s'endormira rapidement et ne se réveillera jamais. »« Ce n'est pas ce que je veux, » s'exclama Saranine, fâché. « Ce n'est pas ce que je suis venu chercher. »« Voyons, mon bon ami, » dit l'Arménien d'un ton persuasif. « Tu te trouveras une autre épouse, mieux assortie à ta taille. Ce n'est pas si difficile. »« Je ne veux pas. »« D'accord, ne crie pas. À quoi bon te mettre dans tes états pareils? Si tu ne veux pas, personne ne t'y oblige. Je vais te trouver d'autres gouttes. Mais elles sont plus chères. Oh oui, beaucoup plus chères. » L'homme s'accroupit, pliant sa longue carcasse de manière assez comique, et prit une bouteille carrée où brillait un liquide transparent. Il dit doucement, d'une voix mystérieuse. « Il suffit d'en boire une goutte pour perdre 400 grammes. Chaque goutte coûte 1 rouble. Fais le calcul et paye en conséquence. » Saranine se sentit transporté de joie. Il s'interrogea. « Combien m'en faut-il? Elle pèse pas loin de 90 kilos.
Si elle en perd 48, ça me fera une toute petite femme. Ce sera merveilleux. Donne-moi 120 gouttes. L'Arménien secoua la tête. C'est beaucoup trop. Tu risques de le regretter. Saranine répliqua vertement. Ça ne regarde que moi. L'Arménien le scruta attentivement. Compte ton argent. Saranine sortit son portefeuille. Tout ce que j'ai gagné aux cartes aujourd'hui, et j'y suis encore de ma poche, se dit-il. Entre-temps, l'Arménien avait sorti un flacon et était en train de le remplir. Saranine fut brusquement pris de doute. 120 roubles. Cela représentait une grosse somme. Et s'il avait affaire à un escroc? Ça marche vraiment à coup sûr? Demanda-t-il hésitant. Nous pouvons te faire une démonstration, dit l'homme. Gaspard, appela-t-il. Le garçon entra. Il portait une veste rouge et une culotte bleue qui lui arrivait aux genoux, dénudant ses jambes bronzées au pas rapide. L'Arménien fit un geste. Gaspard se déshabilla prestement et s'approcha de la table. Les bougies éclairèrent son beau corps mat et musclé, son sourire docile et pervers, ses yeux noirs cernés de bleu. L'Arménien déclara. Si l'on boit les gouttes sans les diluer, elles agissent immédiatement. Si on les prend dans de l'eau ou du vin, l'action est lente, imperceptible à l'œil. Si le mélange n'est pas homogène, on rétrécit par à-coups et ce n'est pas très joli à voir. Il prit un verre gradué, versa un peu de liquide qu'il tendit à Gaspard. Le garçon, avec une moue d'enfant gâté à qui l'on offre une sucrerie, but le liquide jusqu'au fond et lécha les dernières gouttes de sa longue langue pointue, semblable à celle d'un serpent. Et aussitôt, il se mit à rétrécir sous les yeux de Saranine. Il se tenait bien droit, regardait Saranine et riait, changeant comme une poupée gonflable lorsque l'air s'en échappe. L'Arménien le prit par le coude et le posa sur la table. Le jeune garçon n'était guère plus haut qu'une chandelle. Il dansait et faisait des grimaces. « Mais qu'est-ce qu'il va devenir maintenant ?» demanda Saranine. « Ne t'inquiète pas, nous allons lui rendre sa taille, » répondit l'Arménien. Il ouvrit une armoire et prit sur l'étagère du haut un récipient d'une forme étrange, rempli d'un liquide émeraude. Il en versa un peu dans un verre pas plus grand qu'un dé à coudre et le tendit à Gaspard. Gaspard le vida, et aussi lentement qu'une baignoire qui se remplit, le garçon nu se mit à grandir, jusqu'à retrouver des dimensions normales. L'Arménien dit « Ça peut se boire dans de l'eau, du lait ou n'importe quoi d'autre, sauf du kvass russe. Ça décolore et ça fait perdre les cheveux. » 3. Plusieurs jours passèrent. Saranine était d'humeur radieuse. Il souriait d'un air mystérieux. Il attendait une occasion, qui se manifesta bientôt. Aglaya se plaignit d'avoir mal à la tête. « J'ai justement un excellent remède. » Aglaya fit la moue. « Mais non, rien ne peut m'aider. »« Celui-là t'aidera. Je l'ai acheté chez un Arménien. » Il prononça ces mots avec une telle assurance qu'Aglaya se laissa convaincre. « Vraiment ? Bon, d'accord, je vais essayer. » Il apporta le flacon. « C'est très amer. »« C'est délicieux, au contraire, et d'une grande efficacité. Ça risque juste de provoquer un peu de diarrhée. » Aglaya grimaça. « Allez, bois. Je peux le prendre avec du madère ? Si tu veux. » « Bois un peu de madère avec moi, » proposa Aglaya d'une voix capricieuse. Saranine remplit 2 verres de madère et versa le contenu du flacon dans celui de sa femme. « J'ai un peu froid, » gémit-elle. « Et si tu m'apportais un châle ?» Saranine courut lui chercher un châle. Lorsqu'il revint, les verres étaient toujours posés sur la table. Aglaya souriait. Il lui jeta le châle sur les épaules. « On dirait que je me sens mieux, » dit-elle. « Ce n'est peut-être pas la peine que je le boive. »« Mais si, s'écria Saranine. « À ta santé !» Il s'empara de son verre. Ils burent. Aglaya éclata de rire. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda son mari. « J'ai échangé les verres. C'est toi qui vas avoir la diarrhée. »
Saranine sursauta et blêmit. « Qu'as-tu donc fait » s'exclama-t-il atterré. Le rire d'Aglaya lui parut ignoble et cruel. Brusquement, il se souvint que l'Arménien avait un antidote. Il s'élança dehors. « Il va me le faire payer les yeux de la tête !» se disait-il avec crainte. « Mais qu'importe l'argent, qu'il me prenne tout, pourvu que je m'en sorte. » 4. Mais visiblement, le mauvais sort s'acharnait sur Saranine. Sur la porte de l'appartement où vivait l'Arménien était pendu un cadenas. Saranine, au désespoir, se mit à tirer sur la sonnette en proie à un espoir fou. À l'intérieur, la sonnette résonna avec la netteté propre uniquement aux sonnettes qui résonnent dans des appartements vides. Saranine courut voir le concierge. Il était pâle. Des gouttes de sueur minuscules, aussi minuscules que la rosée sur une pierre froide, parsemaient son visage et particulièrement son nez. Il jaillit dans la loge du concierge en criant « Où est Kaftanian ?» Le concierge en chef, un type apathique à barbe noire, était en train de prendre le thé. Il regarda Saranine du coin de l'œil et demanda d'un ton imperturbable « Qu'est-ce que vous lui voulez ?» Saranine le fixa bêtement sans savoir quoi répondre. « Si vous êtes en affaire avec lui, poursuivit le concierge en dévisageant Saranine d'un air soupçonneux, vous feriez mieux de partir, parce qu'à cause de cet Arménien, vous risquez fort d'avoir des ennuis avec la police. »« Mais dites-moi où il est. L'appartement 43 est vide. »« Il n'y a plus d'Arménien, dit le concierge. Il habitait là, c'est sûr. Je ne vais pas le nier. Mais il n'y est plus. Et où est-il ? Il est parti. Où ça ? Qui sait ? Répondit le concierge avec indifférence. Il s'est fait établir un passeport et il est parti à l'étranger. Saranine devint blanc comme un linge. Mais j'ai absolument besoin de le voir, gémit-il d'une voix tremblante. Et il fondit en larmes. Le concierge le regarda avec commisération et dit « Il ne faut pas vous désoler comme ça, mon brave monsieur. Si vous avez besoin de ce maudit Arménien, vous n'avez qu'à vous rendre à l'étranger et vous adresser à un bureau de renseignement. On vous donnera certainement son adresse. » L'absurdité de ce conseil échappa à Saranine. Tout joyeux, il courut chez lui. Il entra en trombe dans le bureau de la gérance et exigea qu'on lui établisse immédiatement un passeport. Mais aussitôt, il se demanda « Pour partir où ?» 5. L'affreuse potion distillait son effet pernicieux avec une lenteur méthodique. Chaque jour, Saranine perdait en hauteur et en largeur. Ses vêtements pendaient lamentablement. Ses amis s'étonnaient. « On dirait que vous êtes plus petit. Vous ne portez plus de talons ? Comme vous avez maigri. Vous travaillez trop. Prenez garde à votre santé. » Bientôt, les gens poussèrent des exclamations à sa vue. « Que vous est-il arrivé ?» On riait derrière son dos. Il pousse en sens inverse. Il tend vers zéro. Sa femme prit davantage de temps à s'en apercevoir. Le processus était lent, et elle voyait son mari tous les jours. Ses vêtements devenus trop grands furent la première chose qu'elle remarqua. Elle commença par rire de cet étrange phénomène, puis elle se fâcha. « C'est bizarre et inconvenant. J'ai l'impression d'avoir épousé un Lilliputien. » Bientôt, il fallut recoudre toute sa garde-robe. Ses pantalons lui remontaient jusqu'aux oreilles et son haut de forme lui retombait sur les épaules. Un jour, le concierge monta voir la domestique des Saranines. « Que se passe-t-il donc chez vous ?» demanda-t-il sévèrement. « Qu'est-ce que j'en sais ?» s'écria la belle et grosse Matryona. Mais aussitôt, elle se reprit. « Il ne se passe rien. Tout est comme d'habitude. »« Votre maître est devenu rudement bizarre. Ce n'est pas normal. En fait, je devrais aller le dénoncer à la police. » Sa chaîne de montre s'agita sur son ventre de manière menaçante. Matryona se laissa soudain choir sur la huche et fondit en larmes. « Ne m'en parlez pas, Sidor Pavlovitch. Madame et moi, nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Personne ne comprend ce qui lui arrive. »« Mais enfin, de quel droit rétrécit-il » s'exclama le concierge.
Ça ne se fait pas. La seule consolation, dit la domestique en reniflant, c'est qu'il mange moins. Bientôt, il mangea moins encore. Les domestiques, les tailleurs, tous ceux avec qui il avait affaire, commencèrent à le traiter avec un mépris non dissimulé. Lorsqu'il courait au bureau, traînant à grand-peine des deux mains sa serviette gigantesque, il entendait derrière lui les rires malveillants des portiers, des concierges, des cochers de fiacre, des gamins. Son concierge le traitait de petit monsieur. Saranine subit bien des avanies. Il perdit son alliance et sa femme lui fit une scène. Elle écrivit à ses parents à Moscou pour se plaindre. « Maudit Arménien !» se disait Saranine. Il se souvint qu'en comptant les gouttes, l'homme en avait mis de trop par erreur. « Oh là !» avait crié Saranine. « Ce n'est rien !» avait répliqué l'autre. « C'est moi qui me suis trompé. Le supplément est gratuit. » Saranine alla voir le médecin qui l'examina en plaisantant et le trouva en parfaite santé. De plus en plus souvent, quand il voulait voir quelqu'un, le portier refusait de le laisser entrer. « Qui êtes-vous » Saranine avait beau dire son nom, le portier répliquait. « Mes maîtres n'ont pas l'habitude de recevoir les gens comme vous. » 6. Au bureau, ses collègues commencèrent par lui lancer des regards en coin et par rire de lui, surtout les jeunes. Les traditions de l'époque d'Akaki Akakievitch Mamachkine ont la vie dure. Bientôt, ils se mirent à maugréer, puis à exprimer leur mécontentement à voix haute. Le portier ne l'aidait à se défaire de son manteau qu'avec réticence. « Les fonctionnaires ne sont plus ce qu'ils étaient, grognait-il. Du menu fretin. En voilà un qui est certainement trop petit pour me verser une gratification. » Pour soutenir son prestige, Saranine offrait des pourboires de plus en plus importants, mais sans en recueillir l'effet escompté. Les portiers prenaient l'argent, mais continuaient à le dévisager sans suspicion. Saranine eut l'imprudence de dire à un collègue que c'était la faute d'un Arménien. La rumeur d'un complot arménien se répandit rapidement, gagnant même les administrations voisines. Un jour, le directeur croisa le petit fonctionnaire dans le couloir. Il le considéra avec étonnement, ne dit rien et regagna son bureau. Ses subordonnés se virent contraints de faire un rapport. Le directeur demanda. « Ça fait longtemps ?» Le vice-directeur prit un air gêné. « Dommage que vous ne l'ayez pas remarqué à temps, » déclara le directeur sans attendre la réponse. « Il est étrange que je n'ai pas été mis au courant. C'est fort regrettable. » Il convoqua Saranine. Saranine se dirigea vers le bureau du directeur sous les regards lourds de reproches de ses collègues. Le cœur battant, Saranine entra. Il conservait encore l'espoir chimérique d'avoir été choisi pour un travail spécial lié à sa taille. Le directeur voulait peut-être l'envoyer en mission secrète ou à l'exposition universelle. Mais, au ton pincé de sa voix, cette hypothèse rassurante s'évapora instantanément. « Asseyez-vous » dit le directeur en désignant une chaise. Saranine y grimpa à grand-peine. Le directeur contempla ses jambes ballantes avec mécontentement. « Monsieur Saranine, connaissez-vous les règles qui régissent le corps des fonctionnaires au service de l'État ?»« Monsieur le directeur, » balbutia Saranine en joignant ses menottes sur sa poitrine. « Comment osez-vous nuire aussi insolemment aux intérêts du gouvernement ? Je vous assure, monsieur le directeur, pourquoi faites-vous cela ?» Saranine, incapable de prononcer un mot de plus, se mit à pleurer. Ces derniers temps, il avait la larme facile. Le directeur le regarda en hochant la tête et poursuivit, sans se laisser apitoyer. « Monsieur Saranine, je vous ai convoqué pour vous faire savoir que votre comportement inexplicable dépasse les bornes. Mais, monsieur le directeur, je travaille aussi bien que par le passé, et en ce qui concerne ma taille, précisément. Cette infortune est totalement indépendante de ma volonté. Il ne m'appartient pas de décider si ce phénomène inqualifiable est effectivement une infortune pour vous, et dans quelle mesure vous n'en êtes pas coupable. Mais je dois vous dire que pour cette administration dont j'ai la charge, votre stupéfiant rétrécissement prend des allures de scandale. Des rumeurs commencent à se répandre à travers la ville. J'ignore si elles sont fondées, mais je sais que la propagande des séparatistes arméniens est tenue pour responsable de votre conduite.
Vous conviendrez que notre administration ne saurait être le lieu d'une intrigue arménienne, destinée à diminuer la puissance de l'Empire russe. Nous ne saurions garder des fonctionnaires qui se comportent aussi bizarrement. Saranine bondit de sa chaise et gémit, tout tremblant. C'est un caprice de la nature. Fort étrange en vérité. Mais le service de l'État, et il répéta la même question. Pourquoi faites-vous cela? Monsieur le directeur, j'ignore moi-même comment une telle chose a pu arriver. Il faut réprimer vos instincts. Mettant à profit votre petite taille, vous pouvez facilement vous glisser sous les jupes des dames. Cela ne saurait être toléré. Je n'ai jamais fait une chose pareille, glapit Saranine. Le directeur ne l'écoutait pas. Il poursuivit. J'ai même entendu dire que vous faisiez cela par solidarité avec les Japonais. Cependant, il y a des bornes à tout. Comment pourrais-je faire cela, comme vous dites, de mon propre gré? Je l'ignore, mais j'exige que cela cesse. Il est encore possible de vous garder dans l'administration, mais uniquement en province, et à la condition que vous arrêtiez immédiatement de rétrécir et que vous retrouviez vos dimensions normales. Je vous accorde un congé de 4 mois, pour raison de santé, et je ne veux plus vous voir entre ces murs. Les papiers nécessaires vous seront envoyés à domicile. Cette entrevue est terminée. Mais, monsieur le directeur, je suis parfaitement capable de travailler. Pourquoi me mettre en congé? Pour maladie. Mais je suis en parfaite santé. Racontez cela à d'autres. Saranine reçut son congé de 4 mois. 7. Les parents d'Aglaya ne tardèrent pas à débarquer. Aglaya s'était moquée de son mari tout au long du déjeuner, puis elle était allée s'enfermer dans sa chambre. Saranine avait regagné son bureau, devenu immense, avait escaladé le divan, s'était recroquevillée dans un coin et avait fondu en sanglots. Pourquoi une telle chose lui arrivait-elle, à lui précisément? Une tragédie inconnue du commun des mortels. Comme il avait été imprudent. Il sanglotait et balbutiait au désespoir. Pourquoi, pourquoi ai-je acheté ces gouttes? Soudain, il entendit des voix familières dans l'entrée, et il se mit à trembler de peur. Il gagna la salle de bain à pas de loup, de crainte qu'on ne voie ses yeux rougis. Il lui était difficile de se laver. Il devait monter sur une chaise pour atteindre le lavabo. Les invités avaient déjà gagné l'antichambre. Saranine alla les accueillir. Il couina des salutations indistinctes. Le père d'Aglaya le regarda d'un air éberlué. Grand et gros, avec un cou de taureau et un visage cramoisi, sa fille lui ressemblait beaucoup. Il resta quelques minutes immobile, jambes écartées, puis il se pencha pour prendre délicatement la main de Saranine. Il dit en baissant la voix. « Eh bien, mon gendre, nous sommes venus vous rendre visite. » Il avait visiblement décidé de faire preuve de tact et de diplomatie. Il voulait d'abord tâter le terrain. Mais la mère d'Aglaya, une femme maigre et acariâtre, jaillit de derrière le dos de son mari et vociféra. « Où est-il? Où est-il? Montre-le-moi, Aglaya. Montre-moi ce Pygmalion. » Elle regardait par-dessus la tête de Saranine et faisait exprès de ne pas le remarquer. Les fleurs de son chapeau s'agitaient nerveusement. Elle marcha droit sur son gendre, et il dut faire un saut de côté en poussant un piaulement de détresse. Aglaya fondit en larmes et dit « Il est là, maman. »« Je suis là, maman, » piailla Saranine avec un rond de jambe. « Misérable, qu'as-tu fait pour être dans cet état? Pourquoi t'es-tu racornie à ce point ?» La domestique pouffa de rire. « Et toi, ma fille, ce n'est pas bien de rire de ton maître. » Aglaya rougit. « Maman, passons dans le salon. »« Dis-moi donc, crapule, qu'est-ce qui t'a pris de rétrécir ?»« Voyons, ma bonne, calme-toi, » remarqua le père. Mais elle se retourna aussitôt contre lui. « Je te l'avais bien dit de ne pas le marier à ce type sans barbe. Tu vois maintenant comme j'avais raison. » Le père observait Saranine avec circonspection. Il tenta de faire dévier la conversation sur un thème politique. « Les Japonais non plus ne sont pas bien grands, mais il paraît qu'ils sont très intelligents et qu'ils savent faire des affaires. » 8. Et Saranine devint petit, tout petit. Il pouvait déjà se promener sous la table, et sa taille diminuait de jour en jour.
Son congé n'en était encore qu'à son début. Il avait pensé partir quelque part, mais ne s'était pas décidé à le faire. Quant à Aglaïa, tantôt elle se moquait de lui, et tantôt elle pleurait, répétant « Comment veux-tu que je voyage avec toi quand tu es dans cet état? J'aurais trop honte !» Le chemin qui menait de son bureau à la salle à manger devenait de plus en plus long. Il avait beaucoup de mal à escalader sa chaise. Cependant, la sensation de fatigue lui était plutôt agréable. Elle le mettait en appétit et éveillait en lui l'espoir de grandir. Saranine se jetait sur la nourriture. Il engloutissait une quantité disproportionnée par rapport à sa taille, mais il ne grandissait pas pour autant. Au contraire, le pire était que le rétrécissement se produisait parfois par à-coups, au moment le plus inopportun. Un vrai numéro de cirque. Aglaïa eut l'idée de le faire passer pour un enfant et de l'inscrire au lycée, dans les petites classes. Elle l'emmena dans l'établissement le plus proche. Mais son entretien avec le proviseur la découragea. Il fallait fournir un certain nombre de documents, et son plan se révéla irréalisable. Le proviseur, au comble de la perplexité, déclara à Aglaïa « Nous ne pouvons pas admettre un conseiller de cours comme élève. Imaginez, si un professeur lui dit de se mettre au coin, et s'il réplique qu'il est chevalier de l'ordre de Sainte-Anne, cela serait extrêmement gênant. » Aglaïa prit un air implorant. « Ce n'est vraiment pas possible. Il sera très sage, je vous le garantis. » Mais le proviseur demeura inflexible. « Non, un fonctionnaire ne saurait poursuivre des études au lycée. Aucune circulaire ne prévoit un tel cas de figure. Et je ne saurais référer à mes supérieurs une telle demande qui pourrait me causer les pires ennuis. Non, c'est totalement exclu. Si vous voulez, vous pouvez vous adresser à l'éducation nationale. » Mais Aglaïa ne se décida pas à accomplir une telle démarche. 9. Un jour, un jeune homme aux cheveux impeccablement peignés vint rendre visite à Aglaïa. Il la salua avec une extrême galanterie et déclara « Je représente l'entreprise Strigal et compagnie. C'est un très important magasin situé en plein centre du quartier le plus aristocratique de la capitale. Nous comptons énormément de clients parmi les plus hautes classes de la société. » À tout hasard, Aglaïa lui fit les yeux doux. Elle lui indiqua un siège d'un geste langoureux de son bras blanc et grassouillet. Elle-même s'installa dos à la lumière, inclina la tête de côté et s'apprêta à l'écouter. Le jeune homme bien coiffé poursuivit. « Nous avons appris que votre époux avait eu l'originalité de choisir une taille miniature. C'est pourquoi notre entreprise de commerce, qui s'applique à suivre les courants les plus novateurs dans le domaine de la mode féminine et masculine, a l'honneur, madame, de vous proposer, dans un but publicitaire, de coudre gratuitement pour monsieur Saranine des costumes dernier cri, d'après la meilleure revue de mode parisienne. » « Gratuitement ? Non seulement vous ne payerez rien, chère madame, mais nous nous engageons même à vous verser régulièrement une certaine somme. Il n'y a qu'une seule petite condition facile à remplir. » Entre-temps, Saranine, entendant qu'on parlait de lui, avait fait son entrée dans le salon. Il marchait autour du jeune homme à belle coiffure. Tout sautait, faisait claquer ses salons, fort vexé que le représentant de Strigal et compagnie ne lui prête pas la moindre attention. Enfin, il s'approcha tout près et piailla de toute la force de ses poumons. « On ne vous a pas dit que j'étais à la maison ?» Le jeune homme se leva, s'inclina poliment, se rassit et se tourna à nouveau vers Aglaïa. Une minuscule condition. Saranine grogna de mépris. Aglaïa se mit à rire et, curieuse, demanda « Laquelle ?» « Il faut que monsieur Saranine soit personnellement présent dans notre vitrine, en qualité de réclame vivante. » Aglaïa rit méchamment. « J'accepte. Au moins comme ça, je ne le verrai plus. »« Mais moi je refuse, » glapit Saranine d'une voix suraiguë. « Je ne veux pas m'abaisser à cela. Je suis conseiller de cour et chevalier. Être assis dans la vitrine d'un magasin, c'est une proposition totalement ridicule. »« Tais-toi !» trancha Aglaïa. « On ne te demande pas ton avis. »« Mais comment ça ? Pendant combien de temps des éléments halogènes vont-ils continuer à me persécuter ?»« Monsieur se trompe, remarqua aimablement le jeune homme.
Notre entreprise n'a rien à voir avec les firmes étrangères. Tous nos employés sont des orthodoxes ou des luthériens de Riga, et nous n'avons pas un seul juif. « Je ne veux pas qu'on me mette en vitrine !» cria Saranine en tapotant des pieds. Aglaya l'attrapa par le bras et le traîna dans la chambre à coucher. « Où m'emmènes-tu » protestait Saranine. « Je ne veux pas, lâche-moi !»« Je vais te mettre au pas !» s'exclama Aglaya, et elle ferma la porte. « Je vais te donner une leçon !» déclara-t-elle entre ses dents, et elle se mit à le rouer de coups. Il se débattait vainement entre ses mains puissantes. « Pauvre pygmée, tu es en mon pouvoir. Je peux faire de toi ce que je veux. Je peux te mettre dans ma poche. Comment oses-tu te rebeller contre moi? Je vais te transformer en chair à pâté sans égard pour tes titres. Je me plaindrai, piaulait Saranine. Mais il ne tarda pas à comprendre que toute résistance était inutile. Il était trop petit, et Aglaya était prête à faire usage de toute sa force. « Bon, ça va, arrête !» hurla-t-il. « J'irai dans la vitrine. La honte sera pour toi. Je mettrai toutes mes décorations. »« Tu mettras ce que Strigal te dira de mettre, » dit-elle en ricanant. Elle traîna son mari dans le salon et le jeta en direction du commis, en criant d'une voix hystérique. « Tenez, emmenez-le, et je veux être payé d'avance, chaque mois. » Le jeune homme prit son portefeuille et en tira 200 roubles. « Ce n'est pas assez, » protesta Aglaya. Le jeune homme sourit et sortit un autre billet de 100 roubles. « C'est le maximum que je suis habilité à vous verser, » déclara-t-il. « Vous aurez votre prochaine avance dans un mois. » Saranine courait à travers la pièce. « Dans une vitrine !» se lamentait-il. « Maudit Arménien, que m'as-tu fait ?» Et brusquement, il rétrécit de 10 centimètres supplémentaires. 10. Les larmes impuissantes et le désespoir de Saranine, que représentent-ils donc pour Strigal et compagnie? Ils ont payé. Ils sont dans leurs droits. Sous la loi cruelle du capital, notre conseiller de cour et chevalier de Sainte-Anne occupe une position qui correspond parfaitement à ses dimensions et nullement à son orgueil. Un Lilliputien vêtu à la dernière mode court dans la vitrine du magasin. Tantôt il se fige pour admirer de belles dames, tellement colossales, et tantôt il menace des enfants hilars de son poing minuscule. Devant la vitrine de Strigal et compagnie, il y a toujours foule. Les vendeurs du magasin Strigal et compagnie ne chôment pas. Les ateliers Strigal et compagnie croulent sous les commandes. La marque Strigal et compagnie est devenue célèbre. Strigal et compagnie agrandissent leurs locaux. Strigal et compagnie sont riches. Strigal et compagnie investissent dans l'immobilier. Strigal et compagnie sont généreux. Ils nourrissent Saranine royalement et sa femme est grassement payée. Désormais, Aglaya reçoit 1000 roubles par mois. Aglaya a de nouveaux revenus, de nouveaux amis, des amants, des diamants, des équipages, une maison. Aglaya est ravie. Elle a encore grossi. Elle porte des chaussures à talons hauts. Elle choisit des chapeaux gigantesques. Lorsqu'elle rend visite à son mari, elle le cajole et le nourrit comme un oiseau sur le bout du doigt. Saranine, en habit à courte basque, court sur la table et piaille. Sa voix est aussi aiguë que le bruit d'un moustique. On ne distingue pas ce qu'il dit. Les petits hommes peuvent parler, mais leurs paroles ne sont pas audibles pour les gens plus grands, ni pour Aglaya, ni pour Strigal, ni pour toute sa compagnie. Aglaya, entourée de commis, écoute les piaillements du petit homme. Elle rit, puis elle s'en va. On emporte Saranine pour le remettre en vitrine où, entre des murs de tissu, on lui a aménagé un vrai petit appartement entièrement visible des badauds. Les gamins des rues voient le petit homme s'asseoir à sa table pour rédiger des plaintes. Des plaintes minuscules pour atteinte à ses droits, contre Aglaya et Strigal et compagnie. Il écrit, il met la lettre dans une enveloppe microscopique et les gamins rient. Aglaya est remontée dans son bel équipage. Elle va faire une promenade avant le déjeuner. 11. Ni Aglaya ni Strigal et compagnie ne pensaient à la façon dont tout cela allait finir. Ils étaient contents de la situation présente. Il leur semblait que la pluie d'or qui tombait sur eux ne connaîtrait pas de fin. Mais la fin arriva. Une fin parfaitement prévisible. Saranine continuait de rétrécir.
Chaque jour, on lui cousait plusieurs costumes, de plus en plus petits. Et un jour, sous les yeux des commis stupéfaits, il devint totalement minuscule, pas plus gros qu'une tête d'épingle, et perdit le pantalon neuf qu'il venait de mettre. Un léger courant d'air souffla, Saranine s'éleva dans l'air, tel un grain de poussière. Tourbillonna, se mêlant à d'autres grains de poussière qui dansaient dans les rayons du soleil. Il disparut. Toutes les recherches furent vaines. Saranine était devenu introuvable. Aglaïa, Strigal et compagnie, la police, le clergé, l'administration, tous se trouvaient fort embarrassés. Comment présenter cette disparition du point de vue légal? Enfin, après consultation avec l'Académie des sciences, on considéra qu'il avait été envoyé en mission de longue durée à but scientifique. Puis, on l'oublia. Saranine avait fini d'exister.